Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'écho. L'Europe commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et pourtant, jamais la paix n'a paru aussi fragile. Partout dans le monde, les conflits se multiplient et les dépenses militaires explosent. Le vieux continent est en première ligne, guerre à ses frontières, doute sur la protection américaine, pression pour se réarmer vite et fort. Comment financer ce réarmement massif ? La France se donne-t-elle réellement les moyens ? L'Europe peut-elle s'émanciper du fournisseur américain, bâtir une industrie solide et sécuriser ses chaînes d'approvisionnement ? Eh bien, de toutes ces questions, nous allons en débattre avec mes invités. Vincent Quintana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques du groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, le GICAT. Vous représentez environ 500 industriels du secteur de la défense. Renaud Bellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences économiques, co-directeur de l'Observatoire de la défense à la Fondation Jean Jaurès. Et Julien Malizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire économie de défense de l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN. La course à l'armement s'accélère. L'an passé, le monde a dépensé 2 887 milliards de dollars pour sa défense, du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Des sommes astronomiques qui représentent 2,5% du PIB mondial, en hausse de 2,9% sur un an et de 41% sur 10 ans. Une tendance particulièrement marquée en Europe. Écoutez. En Europe et plus particulièrement parmi les pays européens membres de l'OTAN, nous avons constaté des hausses massives en 2025. Cela s'explique par le contexte lié à la guerre en Ukraine, mais aussi par le désengagement des États-Unis en matière de sécurité européenne. Par exemple, l'Espagne a augmenté ses dépenses militaires de 50% par rapport en 2024. Cette hausse est principalement due à une augmentation des crédits alloués aux achats d'équipements. Mais l'Allemagne, qui occupe la 4e place mondiale en termes de dépenses militaires, a également augmenté ses dépenses de près d'un quart par rapport à l'année dernière. Ce sont des dépenses qui s'accélèrent et qui, au vu du contexte, ne sont pas près de retomber. En France, les députés ont voté une rallonge, 36 milliards d'euros supplémentaires pour les armées sur 2024-2030. Le budget défense est ainsi porté à 436 milliards d'euros. Renaud Bellet, ça n'est pas rien. Est-ce suffisant ? Alors, si on regarde les besoins militaires à l'aune des conflits récents, notamment en Iran et en Ukraine, on se rend compte qu'on a en fait sous-investi massivement pendant des décennies en fait dans la préparation à un risque de conflit majeur. Et donc, on est en une phase de rattrapage. En fait, on voit que cette augmentation, elle est assez récente. On a eu une augmentation assez faible jusqu'en 2020 et une très forte accélération. Et donc, en fait, on est dans une phase de réarmement. À partir de 2022, guerre en Ukraine, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, un petit peu avant même. Et donc, on a un processus où, en fait, on rentre aussi dans un nouveau cycle d'équipement, puisque les équipements qu'on a eus à la fin de la guerre froide arrivent en fin de vie. Et donc, on a un double effet qui est à la fois une augmentation des besoins de stock pour pouvoir opérer dans une guerre d'attrition, et aussi un rééquipement de remplacement de matériel, notamment, par exemple, le programme Scorpion de l'armée de terre. Vous pouvez développer pour le Donc, programme Scorpion, voilà. Vincent pourrait rebondir dessus, je pense, mais tous les équipements de matériel roulant en fait, de l'armée de terre sont renouvelés parce qu'en fait, ils datent des années 70-80 et donc ils sont arrivés en fin de vie et surtout, ils ne répondent plus aux besoins opérationnels. Donc, il y a ici des véhicules de projection, de reconnaissance, des véhicules blindés légers qui viennent accompagner en fait l'infanterie et la cavalerie avec le Leclerc. L'objectif, c'est bien 2,5% de la richesse nationale consacrée à la défense ? En tout cas, dans le projet de l'actualisation de la loi de programmation militaire, c'est la cible qui est espérée pour 2030. Donc c'est effectivement un effort qui est substantiel. Quand on regarde avant la guerre en Ukraine, on n'était même pas à 2%. Donc on voit qu'il y a un effort en quelques années qui aura été réalisé, sachant que, peut-être aussi en réponse à votre première question, l'OTAN, dans son sommet de l'an dernier, avait décidé de porter l'effort de défense à 3,5% du PIB à horizon 2035. Donc ça fait un effort qui est important et on voit que finalement il restera que 5 ans à la France pour atteindre cet objectif, avec aller chercher 1 point de PIB. Donc ça fait des efforts qui sont assez substantiels, sachant que il nous a fallu presque 10 ans pour passer de 2 à 2,5. Donc ça fait beaucoup d'efforts qui sont repoussés plutôt après 2030. Sachant qu'entre-temps, les caisses de l'État, elles se sont clairement vidées. Ne sont pas améliorées, ça c'est certain. Et effectivement, c'est un vrai sujet. C'est notamment la conclusion du Haut Conseil des finances publiques qui a publié
un document en amont de l'actualisation de la loi de programmation militaire pour expliquer que si la France devait à la fois respecter la loi de programmation militaire et aussi toutes les lois de programmation qu'elle a engagées, en fait, ça va demander des efforts qui sont extrêmement importants sur les autres postes budgétaires. Donc en fait, les choix... L'éducation ou la santé. Voilà, ou alors la santé c'est différent parce que c'est pas la même, c'est même pas le même budget, mais c'est vrai que ça va poser un certain nombre de difficultés. Donc il y a un vrai défi aujourd'hui pour la France, qui n'est pas un défi qu'on retrouve pour d'autres pays européens, c'est de réorganiser ces dépenses publiques de l'État pour dégager des marges de manœuvre pour permettre à la défense de dépenser 3,5% à horizon 2035, ce qui est l'objectif politique qu'on s'est engagé à tenir lors du sommet de l'an dernier de l'AE. Objectif difficile, il va falloir faire de la pédagogie auprès du contribuable français. Oui, en fait, on sait que historiquement, dans les phases de réarmement, c'est le Kiel Institute, qui est un institut de recherche dans la ville de Kiel en Allemagne, qui a fait une étude sur les phases de réarmement. Et il montre en fait que souvent, eh bien, en fait, on n'est pas capable de financer par la fiscalité. Donc en fait, il y a une concurrence budgétaire avec la santé, avec l'éducation, la vieillesse. Et donc, on va faire de la dette. Mais le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que le niveau de dette est déjà très élevé. On est déjà à pratiquement 119% du PIB, ce qui fait que la marge de manœuvre est compliquée et on n'est pas vraiment en situation de guerre. En guerre, on peut avoir 200, 300% du PIB qui est consacré, enfin qui est dépensé. Mais c'est parce qu'il y a une situation exceptionnelle. On a une phase de transition qui est compliquée à gérer puisqu'il faut expliquer aux gens qu'il faut qu'ils fassent des efforts et peut-être payer plus d'impôts, ou en tout cas être prêts à le faire, ou à sacrifier des dépenses, alors que les gens ne voient pas la menace et ne ressentent pas le besoin de cet effort supplémentaire. Encore aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette situation, en fait, il est important d'expliquer aux Français, surtout à 10 mois de l'élection présidentielle, que foncièrement, en fait, les dépenses de défense, elles sont positives pour l'économie du pays. Parce qu'en fait, si on investit dans l'industrie de défense en France, on crée des emplois sur le territoire national. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la filière industrielle terrestre depuis 2022. On a créé 5000 emplois nets grâce aux investissements qui avaient été consentis par l'État en la matière. Et donc là, c'est là où en fait on revient. Aujourd'hui, le sujet, il n'est pas tant de savoir est-ce qu'il faut réarmer, c'est comment on rend soutenable cet effort financier de réarmement sur le temps long. Et pour ça, donc, il faut de la pédagogie, comme le disait Renaud, vis-à-vis des Français, du contribuable qui va accepter de payer l'impôt. Mais de l'autre côté, il faut que l'État, dans sa stratégie d'investissement, dans sa stratégie de commande publique, il cherche en fait à ce que ça irrigue le mieux possible les territoires et en fait ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense. Et ça, il ne le fait pas, l'État. Est-ce que la commande publique, aujourd'hui, elle suit ? Il y a beaucoup de discours, on pense à Emmanuel Macron qui parlait d'économie de guerre. Est-ce que l'intendance a suivi ? C'est aujourd'hui en fait la question. On doit être prêt à créer en fait. Aujourd'hui, l'injonction politique, c'est de développer ce qu'on appelle en fait plus une capacité de production que d'augmenter foncièrement les stocks des armées. Et par les stocks, je pense au-delà des stocks de munitions, également les parcs. Et nous, industriels de la défense, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que c'est la commande publique qui structure en fait un appareil industriel, un appareil productif. C'est pas simplement en fait une injonction politique. Et en ce sens, on rappelle que la souveraineté, qui a toujours été en fait le fil conducteur de la stratégie d'investissement de la commande publique sur la question de défense, il doit rester le fil conducteur des investissements futurs et on ne doit pas être tenté justement par une urgence du réarmement à aller acheter sur des marchés étrangers parce que finalement c'est plus facile. Il faut conserver une commande publique qui irrigue les entreprises sur le territoire national. Alors on parle de la commande publique, mais il y a également le financement privé. On sait que les banques ont longtemps été frileuses à financer l'armement, qui n'avait pas bonne presse, disons-le. Est-ce que les choses ont changé ? Donc là, pareil, il faut bien différencier donc le financement de la défense. Donc là, c'est la commande publique, ce que l'État accepte d'acheter en termes d'équipement et en termes de matériel de guerre. Puis ensuite, il y a le financement de l'industrie de défense. Donc là, c'est le rôle des banques, c'est le rôle des fonds d'investissement. Pour financer la recherche et le développement, la production, aider à l'exportation des commandes. Et donc là, il y a eu un énorme travail qui a été fait depuis à peu près, disons, 1 an et demi, 2 ans, où les groupements ont été très actifs en lien avec la représentation nationale. Je pense par exemple au député Jean-Louis Thiriot, qui ont réussi à faire passer beaucoup de messages et qui ont réussi à amener les banques sur les sujets de souveraineté, d'industrie de défense. Il y a encore quelques années, l'investissement dans l'industrie de défense, il était considéré comme un investissement sale, au même titre que par exemple l'industrie du tabac ou l'industrie de la pornographie. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, elle a changé beaucoup de choses. On se rend compte qu'en fait, une industrie de défense, ça permet d'assurer une certaine sécurisation du territoire national.
Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, les banques, elles sont au rendez-vous. Moi, je travaille pour un groupement, vous l'avez dit, donc un syndicat qui représente 500 industriels de défense. Foncièrement, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai une banque qui m'appelle pour me dire on va faire un événement dédié à l'investissement de défense dans les territoires. Est-ce que vous pouvez être présent? Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui a changé grâce à ce qu'on appelle le dialogue de place. Donc Bercy et Donc les finances, le ministère des Finances d'un côté. Et le ministère des Armées qui se sont bien, en fait, qui ont coordonné les efforts. L'armement, disons, a redoré son blason auprès des banques. Vous vouliez réagir? Non, je pense qu'il y a un point qui est important pour les banques. Bien sûr, il y avait des règles, notamment de compliance, de conformité, comme le ESG, qui posait des problèmes parce qu'il y avait une interprétation qui était un peu... donc, ce sont des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et les banques avaient du mal à comprendre comment apprécier les risques associés à des contrats de défense. Aujourd'hui, on a clarifié les choses, notamment grâce au ministère de l'Économie et des Armées. Le problème qui se pose pour les banques, aujourd'hui, c'est un critère normal, je dirais, d'appréciation. Quels sont les risques associés avec un financement, par exemple de la trésorerie pour une entreprise qui doit anticiper des commandes? Et en fait, c'est un problème de lisibilité de la commande publique. En fait, on se rend compte que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni ou en Allemagne, pour inciter les entreprises à investir et à augmenter leur cadence, on va passer des contrats pluriannuels ou des commandes globales qui sont réparties sur différentes années. On ne le fait pas vraiment aujourd'hui en France. On pourrait le faire et ça permettrait de donner de la visibilité aux industriels, mais aussi aux financiers qui sauraient que les demandes de financement seront adossées à des commandes garanties. Pas forcément affermies, mais garanties. Renaud le dit bien, en fait, aujourd'hui, typiquement, il y a quelques jours, j'ai eu une... Renaud Bellet, et non pas l'entreprise Renault. Pardon, excusez-moi. Donc, il y a quelques jours, on a eu une réunion au sein de mon groupement. Un PDG d'entreprise est venu nous voir pour nous expliquer qu'il souhaitait créer une nouvelle usine de production pour doper sa production. Il est allé voir les banques étaient prêtes à suivre, prêtes à signer, et c'est le conseil d'administration de son entreprise qui a dit « Mais est-ce qu'on est sûr qu'on aura bien des commandes ?» Puisque finalement, c'est ça, aujourd'hui, qui structure, je le disais tout à l'heure, l'appareil productif, c'est bien la commande, puisqu'aujourd'hui, l'industrie de défense, elle est privée. On en a fini de l'époque où c'était ce qu'on appelle des arsenaux, qui étaient pilotés par l'État. Aujourd'hui, ce sont des entreprises privées qui sont contrôlées par le gouvernement. Foncièrement, le conseil d'administration a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de commandes, et c'est là où on en revient en fait à ce besoin d'investir davantage dans la défense, et le conseil d'administration a dit, eh bien, on ne va pas donner le go pour cet endettement pour créer cette nouvelle usine de production. Et donc, en fait, si on veut que ça fonctionne bien, aujourd'hui, les banques, elles sont au rendez-vous. On a besoin de visibilité. Parce que pour un appareil industriel... C'est un appel que vous lancez à l'État? En fait, on a besoin de continuer à augmenter ce que l'État a commencé de faire, hein, c'est-à-dire de ces fameuses surmarges. Donc, le projet de loi d'actualisation de la loi de programmation militaire, qui est en ce moment en cours d'étude au Parlement, qui permet de donner 36 milliards d'euros en plus. C'est un excellent signal envoyé à l'industrie de défense. Mais il faut que ça continue et qu'on aille atteindre, comme le disait très bien Julien juste avant, plus rapidement les 3,5% du PIB. Ça ne peut pas attendre 2035. Il faut que ça vienne plus vite si on veut être au rendez-vous de ce qu'on a fixé, c'est-à-dire l'économie de guerre. Alors il y a un autre signal qui a été donné il y a un peu plus d'un an. Bruxelles s'est dotée d'un plan de réarmement, 800 milliards d'euros mobilisables d'ici 2030. 650 milliards doivent venir des États membres, autorisés à muscler leur budget militaire avec des règles plus souples, et 150 milliards de prêts communs de l'UE pour financer projets d'armement et achats communs. Vincent Quintana, y a-t-il un avant-après de ce plan européen? L'industrie française a-t-elle pu tirer pleinement profit de ce plan? Alors, elle n'en a pas déjà tiré parti, parce que donc la France, sur le plan SAFE, elle a récupéré environ 15,9... Donc le plan SAFE, c'est ce qui permet d'emprunter les 150 milliards de prêts communs de l'Union européenne. La France a capté environ 16 milliards d'euros, donc là, elle va bientôt les percevoir. Et ensuite, la question, ça va être comment cet argent va être utilisé pour irriguer les territoires. Parce que pour l'instant, les commandes, elles ne sont pas encore passées. On sait qu'on va normalement bien recevoir l'argent. La Pologne a signé aujourd'hui son prêt pour lui à plus de 40 milliards. La question ensuite, comme toujours, c'est un emprunt. Donc à un moment ou un autre, il va falloir le rembourser. Mais donc la France s'est bien positionnée. La France fait aussi un effort important au niveau national. Et c'est important aussi qu'on se rende compte que l'effort de défense, il ne peut pas être financé que par de la dette. Puisque l'effort de défense, par essence, sa finalité, c'est d'assurer la souveraineté, l'indépendance de la nation. Et donc finalement, si on a une armée qui est entièrement financée par de la dette, elle n'est pas pleinement souveraine. Ce plan ? C'est un plan très intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment 150 milliards qui sont levés par l'Union européenne et qui sont retransmis en fait, aux États sur une
en fonction des projets en fait, d'investissement. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir un taux de financement plus intéressant qu'une dette d'État, mais aussi une partie, enfin, les intérêts ne seront payés que dans 10 ans. Donc ça donne de la souplesse budgétaire, ça vient compléter, on peut l'espérer, les budgets nationaux et donc éviter une pression immédiate par l'augmentation de la fiscalité ou l'accroissement de l'emprunt. Donc les 800 milliards, c'est un effet levier, c'est ce qu'on espère pouvoir générer, mais il n'y aura pas de financement supplémentaire par l'Union européenne. Donc c'est un mécanisme qui est un mécanisme d'accélération pour faciliter par rapport à la contrainte fiscale et à la contrainte de la dette. Bon, la question qui fâche pour vous, Julien Malizard, ces financements servent-ils à faire émerger une industrie européenne ou continuent-ils surtout à alimenter les commandes d'armement américains qui, il faut le rappeler, représentent la moitié des achats européens entre 2021 et 2025 ? Alors effectivement, c'est une question importante parce que dans le dialogue qu'il y a eu en amont de la mise en place de ce projet d'emprunt en commun, il y a eu des débats assez tendus, on va dire, entre les différents pays partenaires. Certains voulant une part d'équipement européen beaucoup plus importante, d'autres plus faible. Et le consensus, donc la règle qui a été établie, c'est 2/3 de commandes qui sont originaires de l'Europe. C'est vrai qu'il y a cet aspect qui est plutôt favorable. Ce plan SAFE, il est intéressant parce qu'il laisse la main aux États. C'est eux qui choisissent. C'est pas, ça ne vient pas de la Commission, ça ne vient pas d'une entité supranationale. Ça dégage aussi des règles budgétaires, la défense. Donc ça permet d'offrir des marges de manœuvre budgétaires qui n'existaient pas par le passé. Donc là aussi, c'est une forme de souplesse. Le problème, c'est que... Enfin, un problème, c'est une difficulté potentielle à venir, c'est que vu que chaque État va dépenser davantage et qu'il y aura des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires, chacun va peut-être avoir tendance à tirer la couverture à soi, en particulier les pays qui ont une industrie de défense. Donc ça ne va pas forcément aller dans le sens d'une logique de défragmentation industrielle à l'échelle européenne, chacun ayant... ce ne sera pas en faveur d'une défense européenne, mais de 27 défenses nationales. De toute façon, ça ne peut être que 27, dans l'état actuel des choses, ça ne peut être que la somme des budgets nationaux et la somme des politiques nationales. Après, la problématique, c'est comment, de manière coordonnée, est-ce que c'est à 27, est-ce que c'est à moins, est-ce que c'est dans l'OTAN, ça pose plein de questions. On va essayer de se mettre d'accord pour s'organiser, être plus efficace. Et honnêtement, là, il n'y a pas de réponse aujourd'hui à cette question d'un point de vue politique. Mais c'est vrai que le plan SAFE tel qu'il est proposé là, il accroît les commandes, il permet de faire des investissements, mais il va pas réduire la fragmentation telle qu'on la connaît, et elle va peut-être un tout petit peu empêcher par contre le fait que va probablement inciter les Européens à acheter en intra-européen, puisqu'il y a cette incitation des 2/3, sachant que, et il est très clair, c'est de ce qu'on observe aux États-Unis, les États-Unis ont exactement les mêmes problèmes de cadence et de volume de production qu'on a en Europe. Donc, de toute façon, la dépendance américaine sera... On va y venir dans un instant, mais effectivement, vous parliez de cette question possible de fragmentation accélérée. En tout cas, il y a un acteur qui assume pleinement ce réarmement massif, c'est l'Allemagne. Berlin veut faire de la Bundeswehr la première armée conventionnelle d'Europe. Elle a dépensé, regardez ces chiffres, 114 milliards d'euros pour sa défense l'an dernier, soit 2,3% de sa richesse nationale. Elle vise 3,5% donc à l'horizon 2030. La France et ses 68 milliards, donc on voit que la France elle est au 9e rang mondial, alors que l'Allemagne est au 4e rang. Elle fait pas le figure. Non, en fait, il faut regarder aussi en proportion, vous voyez, les chiffres de pourcentage du PIB, il y a un petit écart. Il faut garder en tête que la France a maintenu un effort important de défense après la fin de la guerre froide. On est descendu un petit peu en dessous de 2% sous les présidences Sarkozy et Hollande, mais avant on était au-delà de 2%, alors que l'Allemagne a fortement réduit. L'IFO, qui est un institut à Munich, soulignait en 2023 que si l'Allemagne avait continué à dépenser 2% du PIB jusqu'en 2023 à partir de 1990, elle aurait dépensé 600 milliards de plus que ce qu'elle avait dépensé dans la défense. Donc en fait, l'Allemagne fait un effet de rattrapage par rapport à un déficit d'achat de matériel, et alors que la France et le Royaume-Uni, d'ailleurs, qui est à peu près dans le même régime, ont maintenu un effort assez constant, plus faible, mais constant et cohérent. On a eu des lois de programmation militaire qui ont été quand même en grande partie un moyen de préserver un outil, alors que l'Allemagne a une vision beaucoup plus pacifiste, irénique de l'après-guerre froide, qui a conduit en fait à une situation de panique. Et les 100 milliards que Julien évoquait tout à l'heure, ce sont des milliards pour se réarmer, et on sait qu'il faut au moins 3 fois ça pour revenir à niveau par rapport à ce qu'on peut trouver au Royaume-Uni ou en France. Donc il faut voir dans le long terme
l'effort, parce que c'est une bulle en quelque sorte de réarmement en Allemagne, et c'est pas une remilitarisation de l'Allemagne. On n'est pas en 1936. Il y a un sujet également qui est important d'avoir en tête, c'est que pendant longtemps, la finalité de la stratégie de défense française, par exemple, ça a été d'une part la dissuasion nucléaire, être sûr qu'on serait en capacité de la mettre en œuvre et de la faire fonctionner. Ça, c'est très important, c'est vraiment le cœur de l'architecture de la défense nationale. Et puis ensuite, c'était de développer un modèle opérationnel souverain capable d'agir sur l'intégralité du spectre, en Afrique, de l'autre bout du monde, et ce, de manière indépendante. À l'inverse, donc les Allemands, pendant longtemps, ils ne se sont pas intéressés aux questions de défense, en fait, depuis la période des dividendes de la paix. Et aujourd'hui, ils s'y intéressent. Et l'angle qu'ils prennent, c'est l'angle industriel. C'est-à-dire que la finalité, elle n'est pas tant de déployer des efforts opérationnels sur le terrain, mais en fait de devenir le fournisseur d'armes principal, voire potentiellement même unique, de l'Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Allemagne, en fait, avec sa puissance industrielle, il faut s'intéresser à elle, parce qu'elle est en train de se diversifier sur l'intégralité du spectre. Elle ne fait pas simplement de l'armement terrestre, elle vient également sur l'accès à l'espace, elle est présente maintenant également sur le domaine de la marine, du naval, et de manière de plus en plus massive, parce qu'elle en a besoin pour réorienter son effort industriel, et sa machine industrielle, il est beaucoup plus performant que la machine industrielle française, et c'est en ce sens que la finalité de leur stratégie de défense, c'est de devenir le fournisseur principal, voire unique, des armées européennes. La France a du souci à se faire, à vous entendre. La France, elle doit entendre ce message et elle doit être au rendez-vous financier, elle doit être aussi au rendez-vous industriel. On a besoin d'une politique industrielle qui soit capable de tenir sur le temps long. La guerre aujourd'hui, elle n'est pas simplement le fait des militaires, elle est également le fait, bien sûr, des politiques, bien sûr le fait des diplomates, mais aussi des acteurs économiques, au premier lieu, les industries. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que dissuader et combattre, c'est pas tout à fait la même chose, et que pendant 30 ans, on a combattu et on n'a pas beaucoup dissuadé. Et aujourd'hui, en fait, pour dissuader, on a besoin de montrer pas simplement des muscles, mais qu'on a une capacité à refabriquer très facilement du muscle. C'est la question justement que je voulais vous poser, c'est au-delà des milliards. Est-ce que la France, l'Allemagne, l'Europe disposent précisément de ces muscles, en tout cas de ces capacités industrielles? Est-ce qu'elle peut tenir les cadences? Alors, donc déjà, elle les tient en partie, parce que comme en fait, on est dans une situation où on ne fait pas la guerre. L'Europe, aujourd'hui, elle ne fait pas la guerre à la Russie. Elle soutient les Ukrainiens dans leur effort de guerre. Et la commande politique, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire, soyez prêts, vous, industriels de la défense, le jour où il y aura vraiment une guerre, à tenir les commandes. Et donc, nous, ce qu'on essaie d'expliquer, industriels de la défense, c'est qu'il va falloir plus d'argent pour dimensionner. Sur votre question plus spécifique, est-ce qu'on tient les commandes? Force est de constater que ça fonctionne. Il y a des industriels de la défense, je pense par exemple à KNDS, qui produit le fameux canon César. Ils ont bien livré tous les canons César à l'heure. Mais aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus d'acteurs qui apparaissent et qui, en fait, sont ultra compétitifs et sur lesquels il faut se méfier. Non, mais je pensais plus, là on parle effectivement de pays qui ne sont pas en guerre, mais par exemple les pays baltes, la Pologne, qui eux se sentent plus directement en première ligne et qui ont eu tendance ces dernières années à s'approvisionner auprès des États-Unis, car les producteurs européens n'étaient pas en mesure de livrer rapidement ce dont ils avaient besoin. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui compatible avec le tempo industriel européen? Est-ce qu'on est à même aujourd'hui de leur offrir... Est-ce que ça a changé depuis 2022? Il y a eu un changement parce que clairement, au tout début de la guerre, la première réaction en particulier des Polonais, ça a été de se dire il nous faut des stocks, et donc ils se sont tournés vers les États-Unis parce qu'il y avait des stocks qui étaient disponibles, et vers la Corée qui avait elle aussi des stocks. Ça a assez vite, le vent a tourné dès 2023 en fait, et quand on regarde les échanges par la suite, c'est vraiment que des matériels neufs. Donc qui a des capacités de production? Effectivement, les États-Unis en ont, les Coréens en ont, les Israéliens en ont, mais en Europe, sur plein de domaines du spectre capacitaire, on est autosuffisant. En tout cas, la part européenne est extrêmement forte. C'est très vrai dans l'armement terrestre, c'est très vrai dans le naval. Les Américains, ils sont incapables d'exporter une frégate parce qu'ils ont leurs propres besoins pour l'US Navy, et ils ont des capacités et des coûts de production qui sont complètement délirants par rapport à ce qu'on observe chez les Européens. Donc il y a des avantages à l'Europe et on sait faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que le choc de demande, en fait, puisque c'est ce que vous avez rappelé au début, les budgets européens ont très fortement augmenté depuis 2022. En fait, ça a poussé tous les industriels à faire des investissements importants pour augmenter à la fois les volumes de production, réduire les délais entre le moment où on a fait la commande et la livraison, alors qu'on partait d'une situation avant la guerre en Ukraine et post-guerre froide, où dans le triptyque coût, délai, qualité,
En gros, on voulait que ça coûte trop cher, et donc on a sacrifié les délais, on a étalé dans le temps les commandes, etc. Donc on avait complètement réduit le volume de production et l'outil de production à des temps de paix, en fait, finalement. Alors que là, on n'est pas en temps de guerre, mais on est sur une adaptation, une augmentation progressive des volumes de production. Comme le disait Julien, en fait, on a un changement de rythme. On a eu pendant 30 ans une volonté de préserver une base industrielle au cas où on en aurait besoin. Et on a dû, en fait, réaccélérer. Donc au début, c'était très compliqué parce qu'en fait, l'industrie, elle est plus petite qu'aux États-Unis. Elle est 3 fois plus petite qu'aux États-Unis, plus ou moins. Et donc, en fait, c'était facile de commander aux Américains. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les Américains augmentent massivement leurs dépenses militaires. Ça veut dire qu'ils commandent massivement leur industrie. Et ils ont la priorité. C'est normal. C'est pour ça qu'ils ont construit leur industrie. C'est pas pour nous servir. Même si M. Trump voit cette industrie comme commerciale. Mais c'est un outil de souveraineté avant tout. Et donc, en fait, les Américains ne peuvent plus nous fournir. Les délais d'attente sont tellement longs que certains pays aujourd'hui... Surtout depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Oui, alors il y a eu un effet déjà de fourniture aux Ukrainiens. Ensuite, il y a une accélération des dépenses militaires aux États-Unis. Et ils ont vidé les stocks dans certains types de matériel, de munitions, par exemple. Dans la guerre contre l'Iran, en 40 jours, ils ont consommé 50% de leur stock. Pourquoi ? Parce qu'on a un niveau de consommation sans commune mesure avec un temps de paix. Et donc, en fait, ça suppose... C'est une prise de conscience, et le président Trump l'a dit, vous allez devoir attendre parce qu'on va d'abord se servir nous-mêmes pour rééquiper nos propres armées. Ça veut dire qu'il a mis en suspens des commandes ? Eh bien, techniquement, je ne sais pas, mais il l'a annoncé, comme il le fait souvent, par un post sur Truth Social. Vous pouvez le répéter, si donc, ce qui n'est pas une directive officielle, mais c'est un message fort. Et certains pays, d'ailleurs, ont conscience qu'il faut chercher des alternatives. En Europe ou auprès des Turcs ou des Sud-Coréens, par exemple. Mais pour la suspension de commandes, en l'occurrence, vous pensiez à quel pays ? L'exemple qui est en tête, c'est l'exemple de la Suisse, qui a commandé des missiles Patriot de défense solaire de longue portée. Il y avait une concurrence avec des solutions européennes, l'Iris-T allemand ou l'Aster franco-italien. Et aujourd'hui, les États-Unis reportent sans cesse la livraison au-delà de 2030. Et la Suisse a annoncé officiellement qu'elle avait engagé des discussions avec des fournisseurs européens qui pourraient paradoxalement livrer plus tôt que les Américains. C'est plutôt un bon argument, effectivement, avancer à la Pologne ou aux Pays-Bas. Alors, cela reflète aussi l'accélération, puisqu'en fait, on n'était pas capable de livrer il y a 3-4 ans, mais compte tenu des changements de rythme, de l'accélération, la réduction des cycles de production, l'augmentation des investissements, il y a des investissements importants, KNDS, MBDA, Rheinmetall, tous ces groupes... Ce sont des groupes allemands ou français. Voilà, des groupes, donc MBDA est un groupe européen, KNDS est un groupe franco-allemand, Rheinmetall est un groupe principalement allemand. Toutes ces entreprises ont investi massivement pour augmenter les capacités de production. Et donc, en fait, nous ne sommes plus en 2022. Mais alors justement, vous dites que pour produire en masse, mutualiser les coûts, répondre vite, on imagine qu'il faudrait se regrouper. Et quand on voit les grands projets de coopération, notamment franco-allemands, quand on pense à l'avion du futur ou même au char du futur, on voit que c'est quand même des projets qui ont du plomb dans l'aile. Alors, il faut distinguer, je pense, les projets de long terme, qui sont des projets de nouvelle génération de matériel, comme le FCAS ou le MGCS. FCAS, c'est le Future Combat Air System, et le combat de système aérien du futur, ou le futur système principal de combat terrestre, le MGCS. Ce sont des systèmes qui sont à l'horizon de 10 à 15 ans aujourd'hui. Et c'est très compliqué parce que les enjeux industriels sur la conception, sur le partage de la valeur sont des enjeux très importants. En gros, c'est quoi ? C'est des rivalités entre les groupes, sur les conflits de propriété intellectuelle, sur des besoins opérationnels qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Voilà, les armées n'ont pas forcément les mêmes calendriers, ni les mêmes besoins, ni les mêmes attentes. Et puis chacun veut pousser son champion national. Voilà, il y a une logique plutôt industrielle qu'une logique capacitaire. Mais quand on voit, par exemple, la Commission européenne a lancé un programme qui s'appelait EDIRPA, qui était un petit financement pour faire de la mutualisation d'achat, eh bien, on a vu que les pays sont capables de s'associer pour commander ensemble auprès d'industriels existants dans les munitions, dans les missiles. Et cela a permis d'accélérer les livraisons et d'avoir un prix de gros, si on peut dire. Donc, en fait, dans le très court terme, on voit qu'on peut faire de la coopération parce que... Il y a des coopérations européennes qui marchent. Voilà, pour éviter justement, parce que les États ont conscience que s'ils cherchent à commander en même temps que les autres, on va faire monter les prix. On le voit, déjà on le voit dans les obus par exemple. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais aujourd'hui un obus qui valait 2 000, 3 000 $ pièce, on peut devoir le commander à presque 8 000 $ pièce. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Et donc, ce n'est pas bon. Donc, la Commission a réussi à fédérer et à organiser une partie de la demande, ce qui a permis aussi
d'apporter paradoxalement aux industriels, pas forcément des prix plus élevés, mais une visibilité qui est beaucoup plus importante parfois qu'un prix plus élevé. Parce que des prix très élevés, mais à court terme, c'est plutôt un problème, alors qu'une programmation des livraisons sur quelques années, ça permet d'organiser les recrutements, d'organiser les investissements et d'organiser aussi, pour les fabricants finaux, toute la chaîne de sous-traitance, parce que ce sont des produits complexes. Et donc, c'est toute une symphonie en fait, qu'il faut mettre en place pour organiser. Par exemple, si vous prenez un avion de combat comme le Rafale, il faut 2 ans pour le fabriquer. C'est pas que Dassault ne va pas vite. Dassault, c'est 1 mois, en fait, la fabrication, dans sa phase de fabrication. Il a besoin d'une multitude tous les de sous-traitants des différents échelons, le premier boulon est fabriqué 2 ans avant de livrer un avion 2 ans plus tard. Eh bien, il faut organiser tout ça, et ça suppose d'avoir une bonne visibilité, comme on l'a dit, pour les financements bancaires. Le plan européen dont on parlait à l'instant, il met l'accent sur les munitions, les missiles, les systèmes de défense aérienne, les drones, les capacités anti-drones. Vincent Quintana, c'est de bon choix. Il s'agit de quoi? De récupérer, de rattraper le retard sur ces segments-là? En fait, ce qu'on voit, et c'est vraiment la nouveauté qui a été induite par la guerre en Ukraine, c'est qu'en fait, la masse sur le terrain, ça compte, voire même ça emporte la décision. La masse, ça délivre en fait une capacité de saturation des défenses qui permet en fait de percer à terme. Et in fine, du coup, ce qui emporte la décision sur le champ de bataille finit par emporter la décision dans le champ politique. Et ce qui avait structuré la réflexion de la défense française notamment, et beaucoup de défense européenne pendant 30 ans, ça avait été de dire, à partir du moment où on fera le top du top, en fait, même si on en a très peu, même quelques centaines de très très bons missiles, ce sera toujours mieux que des dizaines de milliers qui ne frappent pas à chaque fois. Et en fait, ce qu'on voit, ça c'est la transformation de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on voit également dans le détroit d'Ormuz, c'est qu'en fait, foncièrement, l'attrition, la masse, ça compte. Alors peut-être expliquer ce qu'est l'attrition. L'attrition, c'est simplement en fait l'épuisement des stocks. L'épuisement des stocks, l'épuisement aussi des forces sur le terrain. Une guerre d'usure. C'est la guerre d'usure, c'est en fait la guerre industrielle. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les segments que vous avez décrits, les munitions, les drones, les missiles, donc les munitions, je mets également les obus, et les drones intercepteurs, en fait aujourd'hui tout ça, c'est ce qu'on appelle du consommable. Et c'est ça où aujourd'hui, par exemple, la stratégie française, elle met le paquet sur les 36 milliards dont on a parlé au début de l'émission. En fait, une très grosse partie de cette enveloppe sert à financer la hausse des munitions. Parce que c'est aujourd'hui là où il y a le plus de demandes. On ne va pas multiplier le nombre de plateformes, le nombre de chars, le nombre d'avions. On veut multiplier les stocks de munitions parce qu'on sait que c'est ce dont on a besoin sur les premiers jours de la guerre. Et comment elle se positionne, la France, justement, sur les drones d'attaque, les drones kamikazes, les systèmes anti-drones? Alors ça bouge énormément. Donc justement, en fait, et pourquoi ça bouge? Parce qu'on a aussi donné un peu de liberté aux industriels pour s'organiser entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle le pacte drone. Ça a été une initiative fédérée par les industriels entre eux. Le constat, c'est quoi? C'est à peu près en 2023-2024, le pouvoir politique fait le constat qu'il n'y a pas de filière drone en France sur les segments, on va dire, moins de 150 kilos. Donc vraiment tous ces petits drones FPV qu'on voit en Ukraine. FPV, First Personal View. 2 ans après, donc le J4 a pris la balle au bon et a dit très bien, nous on va faire l'effort sur ce segment, on va organiser un dialogue entre les industriels pour voir ce dont on a besoin. Les industriels se sont organisés entre eux, ils ont partagé beaucoup d'informations parce que finalement les chefs d'entreprise qui viennent sur les questions de défense, c'est aussi des patriotes. Ils ne viennent pas d'abord pour gagner de l'argent, ils viennent pour défendre leur pays en partie. Et donc foncièrement, les deux, mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne une entreprise. Et au bout de le deal avec le pouvoir politique, c'était de dire au bout de cette structuration, on va avoir besoin d'une commande publique. Parce qu'en fait, vous avez, en fait, pour faire simple, plein d'acteurs qui sont affamés, qui ont envie que ça fonctionne, qui ont envie de faire émerger leur entreprise. À terme, ils ont besoin d'une commande qui va justement leur permettre de faire une sélection naturelle. Et aujourd'hui, c'est un peu ce sujet de la commande. Il n'est pas suffisant pour faire apparaître des super champions. Donc aujourd'hui, on a réussi à faire apparaître une filière, c'est-à-dire il y a plein de personnes sur la ligne de départ. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que dans une année ou deux, il n'y en ait plus que 3 ou 4, mais qui soient très bons. Et la France, elle a aussi révélé son futur porte-avions, capable de lancer des drones ou des avions du futur, à propulsion nucléaire, bien évidemment. Il est plus gros, plus moderne, plus cher aussi. Vous diriez que c'est le bon choix ? Alors, c'est un objet qui coûte énormément d'argent, le porte-avions. Donc forcément, c'est un objet qui doit faire un débat. Donc ça a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ce qu'il faut voir derrière le porte-avions, c'est qu'on n'est pas simplement sur une capacité militaire. Il y a aussi, en fait, derrière toute une stratégie industrielle. Parce que quand on achète un porte-avions, on achète la capacité d'en fabriquer un, d'en produire un en 2060, en 2080. Alors aujourd'hui, on peut se dire peut-être que le porte-avions, ce n'est pas le meilleur outil pour faire la guerre.
Mais est-ce qu'en 2060 ou en 2070, on n'aura pas besoin de se dire « mince, il me faut un porte-avions ». Et donc c'est là où en fait il faut intégrer dans la réflexion stratégique de défense que la production industrielle, c'est un objet qui se construit sur le temps long et généralement, quand on perd un cran, en fait on y revient très difficilement. Donc aujourd'hui on sait le faire, c'est un choix qui est assumé d'en commander un. Personnellement je pense que c'est plutôt un bon choix. Maintenant, on verra en fait sur le temps long ce que On en l'avenir nous reparlera dira. dans 50 ans. Alors, c'est jusqu'à 14 000 emplois qui pourraient être créés avec la construction de ce porte-avions. C'est l'industrie de défense, dites-moi si je me trompe, mais elle fait vivre plus de 200 000 personnes en France. Renaud Bellet, l'industrie militaire, est-ce qu'elle peut contribuer, aller à sauver l'industrie française? Alors, il est certain qu'il y a un effet de vase communicant, certainement entre l'industrie automobile et l'industrie de défense, parce qu'en fait, on a une crise automobile avec beaucoup d'emplois et des besoins de l'industrie de défense pour augmenter la production. Je ne pense pas qu'on puisse devenir la Corée du Nord de l'Europe en produisant que de l'armement. Ça serait un peu dangereux. Mais effectivement, on voit en tout cas des projets Oui, tout à fait. Mais on voit que d'entreprises automobiles. l'Allemagne, par exemple, beaucoup d'industriels automobiles ou de fonds d'investissement se réorientent en fait vers la défense. La question, c'est comment on peut s'assurer de la pérennité de ces entreprises, mais il est certain que l'industrie de défense est une industrie de haute technologie, innovante. Elle draine aussi des innovations qui vont bien au-delà en fait du simple besoin militaire, et donc ça peut être un pôle d'attractivité pour un pays. Après, il faut voir comment on s'organise aussi, parce que vous évoquiez le porte-avions. Je dirais que c'est une capacité majeure, mais qui reflète quand même une tradition très ancienne. Et on a aussi des nouveaux besoins, de nouvelles capacités. Et un des problèmes que l'on a, c'est d'être capable de faire émerger de nouveaux acteurs. Alors, il y en a qui sont... Aujourd'hui, on voit qu'il y a un enthousiasme des fonds d'investissement, du capital risque, par exemple, pour soutenir de l'innovation dans ces projets. Mais, in fine, la vie d'une industrie, ce sont des commandes. Et donc, la question, c'est comment on va transformer un prototype en production de série. Et ça, il faut dégager des marges budgétaires pour le faire. Et ça, c'est très important parce que le problème que l'on a, c'est une concurrence intra-budgétaire entre les différents projets du ministère des Armées. Et aujourd'hui, le porte-avions, c'est au bas mot 10 milliards, plutôt 15, certainement. Et donc, ça veut dire qu'une très grande partie du budget de la marine est déjà préallouée. Et on voit par exemple que... Oui, ça sera forcément au détriment d'autres postes budgétaires. Cette ambition, eh bien, on voit que malheureusement, il n'y a plus la place pour développer des drones sous-marins ou de surface navale. Alors que d'autres pays, par exemple l'Australie, qui n'a pas de porte-avions, le fait très bien, avec des acteurs d'ailleurs européens comme Helsing, par exemple. Et donc, ici se pose la question de savoir de trouver peut-être non pas de renoncer au porte-avions, mais peut-être que annoncer le porte-avions comme étant la priorité, à un moment où on est dans une phase à la fois de réarmement et de transformation capacitaire, c'était peut-être donner une orientation au budget qui était pas la plus pertinente. Ah. Votre avis? Oui, alors j'ai pas d'avis sur le porte-avions, mais j'ai plutôt sur justement cette idée d'adaptation industrielle. Ça fait référence aussi à des choses que nous on fait avec mes collègues, ce qu'on appelait le New Defense, donc l'émergence d'un nouveau secteur industriel, un peu différent du modèle historique qui est centré sur la commande publique et piloté par l'État. C'est plutôt par le terrain l'émergence de nouveaux acteurs qui sont en capacité, comme ce qu'on voit en Ukraine, de fournir des solutions proche des besoins du terrain et avec une réactivité assez courte. Et donc, il y a une émergence d'un secteur ici dans tous les domaines, en fait, en Europe et en France en particulier, pour fournir des solutions de drones. Alors après, se pose la question, et globalement, ces acteurs sont de bon niveau. On voit l'émergence de nouveaux industriels vraiment avec des solutions technologiques extrêmement intéressantes. Le problème qui va se poser à une échéance relativement brève pour ces acteurs, c'est une fois qu'ils ont fait ces démonstrateurs, ils ont prouvé des solutions qui sont efficaces. Souvent, ils les testent d'ailleurs sur des champs de bataille, y compris en Ukraine. C'est comment on fait pour les industrialiser. Et là, effectivement, va se poser la difficulté de trouver des outils de production industriels pour faire de la masse. Et c'est là où l'intérêt de l'industrie civile est intéressant, parce que l'industrie militaire, c'est une industrie du luxe, en fait. En tout cas, sur du temps très long. Du temps très long, on produit très peu d'unités, c'est du coût humain. Le porte-avions en est l'archétype. Donc là, vous êtes en train de nous dire, par exemple, une usine automobile, elle peut aider à accélérer les cadences. En tout cas, c'est un outil de production moyennant des coûts de conversion qui restent à déterminer, parce que ça aussi, c'est quand même pas si simple que ça. Arriver à industrialiser avec des volumes de production importants, des solutions technologiques moins complexes qu'un porte-avions ou un sous-marin, mais en capacité de délivrer une efficacité militaire certaine. Et c'est vrai que l'industrie automobile, elle est globalement aujourd'hui dans une situation où
il y a une demande, en tout cas pour des automobiles européennes, qui est plus faible que par le passé. Donc il y a des capacités de production et donc effectivement, on pourrait imaginer une forme d'appariement modulo, une nouvelle fois, une conversion qui est pas si simple que ça. Une dernière question pour vous, Vincent Quintana, la montée en puissance de ces nouveaux acteurs dont on parlait tout à l'heure, la Turquie, la Corée du Sud ou l'Israël, est-ce que c'est un coup de pression supplémentaire pour accélérer, pour produire plus vite et moins cher ? Oui, c'est un coup de pression et il faut l'entendre. On parlait en introduction de l'émission du rapport du CIPRI, il en a fait un sur les dépenses militaires dans le monde, il y en a un qui a été sorti il y a de ça quelques semaines sur les exportations des matériels de guerre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la plupart des pays européens, après avoir acheté américain, ils achètent à Israël, ils achètent à la Corée, ils achètent à la Turquie. Donc en fait, on a de l'argent européen qui disparaît de la plaque européenne. Et pourquoi ils achètent à ces acteurs ? Parce que ces acteurs-là, d'une part, ils bénéficient de coûts du travail très bas, et ils bénéficient d'une commande publique nationale plus importante que la nôtre. On aura compris, on en revient toujours aux commandes et aux commandes. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Vincent Quintana, Renaud Bellet, Julien Malizard, merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.